Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter, avec l'aide de notre invité, une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Alors, qui dit immobilier dit financement et projets. Et la plupart du temps, pour financer nos projets, nous nous tournons vers les banques afin d'obtenir un prêt et de pouvoir réaliser nos projets. Le hic, c'est que parfois, nous sommes contraints de réagir vite pour des raisons de la vie, et dans ce cas, les banques ne nous suivent pas toujours. Et si nous vous disions qu'il est aujourd'hui possible d'utiliser une partie de son patrimoine pour financer d'autres projets ou pour passer des périodes difficiles de la vie? C'est vrai, il y a temps que ce serait intéressant, et cela tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Boris Intigny, directeur général de Praxi Finance, les pionniers de la monétisation immobilière pour les propriétaires. Boris Intigny, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle souvent des 5D pour les périodes difficiles de la vie qui nécessitent de devoir gérer rapidement son patrimoine sans pour autant y laisser trop de plumes, comme on dit. Pouvez-vous nous rappeler ces situations ? Oui, tout à fait. Dans notre activité, on propose des solutions aux propriétaires pour qu'ils puissent monétiser leurs biens immobiliers. Monétiser, ça veut dire récupérer des liquidités d'un patrimoine immobilier, et on se rend compte qu'au quotidien, on est confronté à des problématiques que rencontrent les propriétaires, qui sont souvent les mêmes. On les a appelés les 5D, on pourrait même aller jusque dire les 6D. Alors on les énumère un peu à la suite. Ce sont les décès, les divorces, les déménagements, la descendance, les dettes et le DPE. Si je dois rentrer un petit peu dans les détails, quand on parle de décès, ce sont les frais de succession. Dans les divorces, ce sont le paiement de sous toute prestation compensatoire. Quand on parle de déménagement, évidemment, c'est un prêt relais. Les descendances, ce sont les donations qu'on peut faire du vivant à ses enfants ou ses petits-enfants. Les dettes, c'est tout ce qui est aux alentours du contentieux de remboursement de dettes fiscales, de crédit ou autres. Et les DPE, on s'adresse de plus en plus, depuis quelques années maintenant, à des propriétaires qui ont besoin de liquidités pour entamer des travaux afin de rénover un bien immobilier ou de le vendre dans de meilleures conditions. Et voilà. Alors, du coup, Praxi Finance propose des solutions qui permettent de répondre à des besoins de trésorerie sans avoir recours à une banque française. Alors, pouvez-vous nous rappeler les 5 dispositifs financiers que vous proposez ? Notre activité principale s'articule autour du crédit hypothécaire. C'est un crédit qu'on a du mal à trouver en France, qui est devenu rare. Et nous sommes aujourd'hui obligés d'aller le chercher auprès de banques étrangères, européennes. Donc tout s'est articulé depuis notre origine en 1990 autour du crédit hypothécaire. De cette activité-là, on a découlé d'autres outils, mais aujourd'hui tout un panel. On propose aussi du prêt viager hypothécaire pour les personnes qui sont âgés de plus de 60 ans qui ont besoin de retirer des liquidités de leurs biens sous forme d'un prêt. On propose la vente en nue propriété qui était en vogue depuis quelques années, qui l'est toujours, mais qui a connu un entrain particulier. On propose aussi aux propriétaires qui ont du mal à vendre leurs biens immobiliers des ventes avec complément de prix, qui permet d'obtenir des liquidités dans l'attente de la vente d'un bien. Et dernièrement, depuis quelques années, mais c'est un produit un peu nouveau, on propose des portages immobiliers qui permettent à un propriétaire de vendre temporairement son bien à un investisseur pour en récupérer le fruit d'une vente temporaire. Alors, si on prend l'exemple du crédit hypothécaire, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe et puis nous citer un exemple d'application ? Crédit hypothécaire, c'est un crédit classique avant tout, mais c'est un crédit de trésorerie. En France, il n'est pas possible de rentrer dans une banque pour obtenir des liquidités en disant à son banquier « Bonjour, je veux 100, 200, 300 000 euros de trésor pour faire ce que j'ai envie de faire ». Le crédit hypothécaire, c'est pas courant. C'est un crédit d'obtention de liquidité où on peut emprunter de 100 000 euros minimum et jusqu'à 50% de la valeur de son bien. Les fonds empruntés sont utilisables librement sans justificatif. On peut rembourser ce prêt de 2 manières différentes, soit de manière amortissable, classique, sur des durées plus ou moins longues, 10, 15, 20, 25 et 30 ans, où on a la possibilité de rembourser de manière in fine, où là on ne paye que les intérêts d'emprunt pendant un maximum de 10 ans. D'accord. Donc le crédit hypothécaire, si vous voulez, c'est le schéma le plus facile pour un propriétaire qui souhaite retirer des liquidités d'un bien, d'avoir recours à un prêt et ne pas passer par des systèmes alternatifs,
et il rentre au sein d'une banque européenne en disant voilà, j'ai besoin de liquidité pour un projet de vie. On revient sur les 5D un petit peu qu'on a vu tout à l'heure ou autres, parce que le champ d'application ne s'applique pas simplement à ces 5 ou 6D qu'on a vu tout à l'heure, mais on s'adresse principalement à des propriétaires d'un beau patrimoine. Comme je dis souvent, nos clients sont des propriétaires qui ont une bonne situation, un beau patrimoine, mais qui manquent de liquidité. Donc le crédit hypothécaire, ça répond à cette recherche de liquidité quotidienne pour des besoins ou des projets précis. Alors, on a entendu justement le mot hypothécaire, là. Pourquoi ce terme est connoté négativement en France, et pourquoi les banques françaises ne proposent pas ce type de crédit, ou en tout cas de solutions, de produits, qui, comme vous l'avez dit précédemment, finalement, vous obligent à vous orienter vers des banques étrangères. Donc, ça veut dire qu'en plus, il n'y a pas d'uniformité au sein de l'Europe sur ce genre de choses. Oui, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord des aspects qui sont réglementaires en France, où on surprotège un peu le consommateur. La deuxième chose, c'est que il y a un côté un peu méfiant vis-à-vis de l'hypothèque et de toutes ces régénérations de trésorerie. C'est-à-dire que dans la culture française, l'immobilier est un actif de stabilité. On a tendance un petit peu à américaniser, si vous voulez, l'état d'esprit français, en se disant que les choses peuvent devenir de plus en plus liquides et qu'on peut utiliser un bien immobilier pour en retirer des liquidités. C'est avant tout un problème culturel. Et puis après, il y a l'hypothèque de l'autre côté, qui est une problématique qui va certainement faire rire bon nombre de vos auditeurs, mais quand on jouait plus jeune au Monopoly et qu'on hypothéquait un bien immobilier, c'est vrai. On ne pouvait ni le vendre, on pouvait plus en user quasiment. Donc, je pense que c'est un problème culturel, c'est un problème aussi d'éducation. Aujourd'hui, celui qui peut hypothéquer un bien, c'est quand même quelqu'un qui est propriétaire et qui a des revenus. Donc on fait face à on accueille au quotidien des propriétaires qui ont quand même une bonne situation. Et je pense que au-delà du système culturel, l'hypothèque aussi résonne cher, résonne crise, résonne subprime comme on a eu en 2008. Donc il y a tout un changement de modalité où nous on travaille au quotidien là-dessus, mais qu'il faudrait changer évidemment. Alors, parlons un peu chiffres. Si on souscrit à l'un de ces dispositifs, de combien de temps en général dispose-t-on pour rembourser le prêt ? Puis, puisqu'il s'agit de dispositifs un petit peu plus confidentiels, à quel taux peut-on s'attendre ? Est-ce qu'il y a une assurance de prêt comme une banque classique ? Comment ça marche tout ça ? Le crédit hypothécaire, l'avantage du crédit hypothécaire, c'est qu'il offre une certaine flexibilité. On le rembourse de 2 manières différentes, soit de manière amortissable, comme on a dit tout à l'heure, soit de manière in fine, avec des durées plus ou moins longues. Les taux sont des taux qui sont semblables à peu près aux taux qu'on trouve classiquement dans une banque traditionnelle. On est beaucoup moins cher qu'un crédit consommation. Ça va entre 3,5% par an et 5% par an pour de la trésorerie empruntée. À savoir qu'il n'y a pas d'assurance emprunteur, il n'y a pas de limite d'âge. On ne demande pas aux clients de venir ouvrir un compte dans la banque européenne avec laquelle on travaille. Et c'est un crédit, si vous voulez, qui permet de faire tout ce qu'on veut. En France, on est obligé d'affecter un crédit à un emploi particulier en disant je veux acheter un bien, la destination c'est l'achat d'un bien, je veux acheter une voiture, la destination. Là, on peut obtenir 100, 200 000 euros de trésorerie pour faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire on peut faire une partie de donation à ses enfants, pas immédiatement, on peut le faire dans les mois courants. On peut garder une partie de la trésorerie pour se régénérer peut-être des dépenses imprévues qui nous ont coûté un peu d'argent. Et puis on peut tout simplement se dire qu'on peut profiter de la vie. Voilà. Alors, si par exemple on se projette, on est une personne, on a souscrit à l'un des dispositifs, on a donc un bien qui est hypothéqué. Là aussi, peut-être pour casser une image, est-ce que la personne peut vendre ou louer le bien malgré tout, si elle en a le besoin ? Oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple type d'un crédit qu'on peut faire et des demandes qu'on a au quotidien. Quotidiennement, des propriétaires nous viennent en nous disant voilà, j'ai reçu un bien en héritage, par exemple à Paris, un bien d'1 million d'euros. Ce bien est issu du décès de mon papa ou de ma maman. Sur ce bien d'1 million d'euros, je dois payer 20% de droits de succession. Donc il y a 200 000 euros à payer à l'administration fiscale. Les propriétaires ou les clients qui nous viennent ne disposent pas des 200 000 euros nécessaires pour payer les droits. On va donc prendre une hypothèque de 200 000 euros sur le bien reçu en héritage et on va pouvoir étaler ces 200 000 euros sur une durée longue, enfin, en fonction du besoin et de la situation du client. On va étaler ce crédit par exemple sur 25 ans. Ainsi, il ne sera pas obligé de vendre ce bien pour rembourser dans l'urgence, pour rembourser si vous voulez les droits de succession. Il garde le bien dans le patrimoine familial et lui-même va pouvoir le donner à ses descendants. Pour revenir, si vous voulez, à votre question où on doit balayer un petit peu les confusions, lorsqu'on hypothèque un bien immobilier, on ne l'hypothèque pas en totalité, on l'hypothèque sur le montant qu'on emprunte. L'hypothèque ne vous empêche en rien de louer votre bien ou de le vendre. C'est-à-dire vous ne le vendez.
une hypothèque, c'est pas la vente d'un bien, c'est simplement un gage pris sur une petite partie. Et d'ailleurs, quand vous achetiez ou vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, il y a des sociétés de caution qui permettent, comme Crédit Logement ou autres, qui permettent de garantir le prêt. Mais avant, on prenait une hypothèque sur un bien immobilier. Ça ne nous empêchait pas de le vendre. Il fallait simplement, au moment où on passait la vente chez le notaire, rembourser le crédit qui était en cours. Voilà. Quelles sont les contraintes ou les prérequis à respecter pour un propriétaire pour pouvoir avoir recours à ces dispositifs ? Il faut être avant tout propriétaire d'un bien immobilier, évidemment, situé en France. Le bien doit être une valeur minimum de 400 000 euros. Le besoin minimum qu'on prête. Pourquoi cette valeur ? Parce que si vous voulez, le montant minimum qu'on prête, c'est 100 000 euros. On peut pas aller en dessous. Ce sont les directives des banques avec lesquelles on travaille. Suivant les régions où se trouvent les biens immobiliers hypothéqués, comme ce sont des banques étrangères, elles ont parfois, je dirais, une méconnaissance ou ils n'ont pas une connaissance parfaite du marché immobilier français. Donc, dans certaines régions de France, on prête jusqu'à 50% de la valeur d'un bien. Je pense à l'Île-de-France, à toute la région PACA, aux Deux-Savoie, et puis toute la côte aquitaine. On va jusqu'à 50% de la valeur d'un bien. J'ai oublié certaines villes comme Toulouse, Lille, Lyon. Et en dehors de ces territoires-là, on est limité à 30% de la valeur du bien. D'accord. Donc, si vous voulez, on a coupé un peu la poire en deux. On s'est dit, bon, on va prendre des biens minimum d'une valeur de 400 000, parce que 30% de 400 000, on n'est pas loin des 100 000 euros minimum. Et donc, si vous voulez, on ne s'adresse qu'à des personnes qui sont propriétaires d'un bien des minimum 400 000. Et d'ailleurs, cette valeur de bien, elle est faite par qui, par quoi, comment Alors, parce que non, légitimement, on fait passer la banque diligente une expertise auprès de sociétés qui sont expertes. Généralement, c'est la Chambre des notaires ou il y a des experts qui sont connus comme des experts bancaires comme la BPCE ou autres. Et ils font passer un expert qui, lui, tranchera sur la valeur du bien, la valeur vénale. Et c'est à partir de cette valeur-là qu'on appliquera le montant maximum qu'on peut prêter. Donc, si vous voulez, pour les prérequis pour un crédit hypothécaire, un besoin minimum de 100 000 euros, la valorisation d'un bien minimum 400 000, il faut que l'emprunteur dispose de revenus pour pouvoir payer les échéances du prêt. Parce que qui dit échéance dit forcément qu'il faut quand même des revenus pour pouvoir les payer. Et après, on demande simplement une chose, c'est que la personne soit domiciliée fiscalement en France. Là, je ne parle que du crédit hypothécaire, on est bien d'accord. Les conditions, quand on a ouvert les panels, le panel de solutions qu'on avait à mettre à disposition des propriétaires, ce panel a été justement ouvert parce que tout le monde n'est pas éligible au crédit. On a parfois des personnes qui nous viennent nous disant j'ai un très beau bien, j'ai besoin d'argent parce que je veux aider ma fille ou mon fils qui traverse un moment un peu compliqué. Il fallait trouver une solution à une personne qui n'avait pas de revenus ou qui disposait pas assez de ressources pour pouvoir payer les échéances. C'est là qu'on s'orientait vers d'autres produits, comme on a vu, la nue propriété ou la vente avec complément de prix si elle était dans une démarche de vente. Donc, je m'adresse principalement aux personnes qui sont intéressées au crédit hypothécaire en leur disant 400 000, minimum 100 000 euros de besoin et avoir des revenus, si vous voulez, qui permettent de payer les échéances. Alors, dans les dispositifs proposés, il y a aussi le prêt viager hypothécaire. Quelle est la différence finalement avec un viager classique, comme on a l'habitude d'en voir, avec la notion de bouquet et de rente ? Ce qui crée la confusion, c'est le mot viager. Viager, c'est un aléa. Ça veut dire on ne connaît pas la durée, finalement, de la fin d'une opération. On appelle un viager parce que le terme d'une opération, c'est finalement le décès de ceux du vendeur, ceux de l'emprunteur. Dans un viager, vous vendez votre bien, vous avez un bouquet, comme vous l'avez dit, puis des rentes hypothétiques jusqu'à votre décès. Dans un prêt viager hypothécaire, c'est un prêt, vous restez propriétaire. Vous ne vendez jamais votre bien. Enfin, c'est pas l'idée. Vous empruntez, vous avez plus de 60 ans, c'est réservé aux plus de 60 ans. Vous pouvez emprunter en fonction de votre âge et de la valeur de votre bien un montant de minimum 100 000 euros et jusqu'à concours de ce qu'on peut vous prêter en fonction de votre âge et de la valeur du bien. Vous ne remboursez rien de votre vivant, il n'y a pas de mensualité à payer, ce sont des intérêts composés qui viennent s'accumuler mois par mois. Et vous sortez du crédit de deux manières différentes. Vous remboursez le crédit, si vous voulez, de manière différente. Soit au décès de l'emprunteur, soit lorsque vous avez vendu le bien, parce que vous décidez de le vendre dans quelques années, dans quelques mois, et à ce moment-là, le notaire se chargera de rembourser la banque prêteuse. Voilà. Est-ce que les personnes qui viennent vous voir sont essentiellement des personnes qui sont dans des situations difficiles et pour lesquelles vous êtes une sorte de dernière chance, ou bien est-ce que ce type de dispositif tend à se vulgariser pour des gens qui ne sont absolument pas dans des situations difficiles ? On a tendance à croire que les solutions qu'on propose sont réservées à des gens qui ont un peu la corde au cou. Pas du tout. Absolument pas. On fait plutôt face à des personnes qui ont des beaux patrimoines et de belles situations et qui rencontrent à un moment donné un pépin, un besoin de liquidité que leur banque traditionnelle n'arrive pas à satisfaire. C'est-à-dire, si on prenait tout à l'heure l'exemple des frais de succession,
il n'est pas normal, et heureusement nous on le fait, mais il n'est pas normal qu'aujourd'hui, quand on hérite d'un bien par exemple d'1 million d'euros et qu'on a simplement 200 000 euros de droits à payer, qu'aucune banque puisse nous refinancer ses droits de succession. Pareil pour quelqu'un qui divorce et il doit une prestation compensatoire à son ex-femme ou son ex-époux, il n'est pas normal qu'on puisse pas trouver des liquidités auprès de sa banque. Donc heureusement, si vous voulez, on fait face à ça, mais pour répondre précisément à votre question, on a quand même des personnes qui viennent au quotidien nous voir pour des besoins, que ce soit, principalement, c'est des besoins pour aider les enfants, des besoins du quotidien, rembourser une dette, un contentieux, faire beaucoup d'apports en compte courant dans des sociétés pour développer des projets professionnels. Donc non, je dirais qu'on est complètement à l'opposé des idées reçues sur le dernier recours, un peu la corde au cou, pas du tout. Et d'ailleurs, il faut des revenus pour faire face à ce genre pour pouvoir emprunter ce type de liquidité. Donc on a plutôt une clientèle, je dirais, assez haut de gamme. D'accord. Alors, afin justement que le projet se déroule dans les meilleures conditions, est-ce que vous proposez un type d'accompagnement auprès de vos clients propriétaires, justement, pour les accompagner tout au long de la démarche et de la mise en place du dispositif ? Le fait est qu'on propose plusieurs solutions toutes différentes. On doit avant tout avoir une écoute particulière et un conseil particulier. Si on était monoproduit, on pouvait faire peut-être ça à la chaîne, mais on est complètement dans des dispositions inversées. C'est-à-dire quelqu'un vient nous voir d'abord un peu à l'aveugle. On est à l'aveugle parce que le premier rendez-vous se fait téléphoniquement. On reçoit tout le monde au bureau, mais d'abord c'est téléphonique. On connaît pas la personne, on connaît son problème, on connaît ce qu'elle a bien voulu nous expliquer, mais d'abord on est dans l'écoute. Ensuite, on est dans le conseil d'une orientation générale, et ensuite, en dernier recours, on vient expliquer qu'il existe peut-être un produit qui pourrait satisfaire ce besoin. Donc, avant tout, on est dans le conseil, je dirais, l'accompagnement, parce que à partir du moment où il rentre chez nous, on étudie son dossier, on l'accompagne avec l'expertise de la banque, on lui présente la banque avec laquelle, ou le fonds, ou le financier avec lequel on travaille, et on l'accompagne jusque chez le notaire. Et ensuite, on a un droit de suite, c'est-à-dire, à partir du moment où ils sont signés chez nous, beaucoup de clients reviennent pour générer un peu encore de la trésorerie après. Quand on fait un prêt, 10 ans après, ils reviennent chez nous. Mais on a un droit de suite, c'est-à-dire qu'on est au même endroit, ça fait 35 ans qu'on est au même endroit. Et ça fait 35 ans que les clients, quand ils ont un besoin, une fois qu'on a fait l'opération, qu'ils peuvent nous rappeler, parce qu'on a une équipe qui est dédiée à cela. Et ils savent très bien qu'on a toujours une écoute attentive ou un conseil qu'on peut donner, même après avoir signé chez le notaire. Donc je dirais que ce qui nous qualifie le plus, outre, si vous voulez, tous ces termes qu'on connaît de professionnels, experts, expérimentés, je dirais qu'on a une écoute attentive et un conseil qui n'est pas des plus mauvais. Maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Isabelle. Je suis expatrié fiscalement domiciliaire à l'étranger. Puis-je bénéficier de ces dispositifs financiers ? Alors, si madame est expatriée à l'étranger et qu'elle est domiciliée fiscalement à l'étranger, la seule possibilité qu'elle a pour générer de la trésorerie, régénérer, ce sera de faire une vente en nue propriété de son bien, c'est-à-dire vendre les murs de son bien à une banque avec laquelle on travaille, qui va lui acheter pour un montant déterminé. Ce montant est déterminé par un facteur, c'est qu'on va demander à cette dame combien de temps est-ce qu'elle souhaite rester vivre dans son bien. Et si vous voulez, les années qu'elle souhaite conserver, qu'on appelle un usufruit, les années de jouissance qu'elle souhaite conserver, ça va déterminer la valeur de la nue propriété, et elle va toucher un capital important en une seule fois, elle va pouvoir continuer à vivre ou louer son bien, elle supportera plus les gros travaux de son bien parce que la banque sera devenue propriétaire. Et je pense que c'est un système qui est adapté et qui est d'ailleurs adapté à toutes les personnes de plus de 55 ans qui souhaitent retirer un gros capital de leur bien sans déménager. Eh bien, merci Boris Intigny. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directeur général de Praxi Finance, les pionniers de la monétisation immobilière pour les propriétaires. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Boris Intigny. Merci à vous. Investir malin, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Imo et sur toutes les plateformes de streaming.